À la une de l'actualité ce soir, après les inondations du 20 juillet dans la capitale burkinabé, la réaction du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, annonce des mesures pour limiter les dégâts à l'avenir et insiste sur le changement de comportement. Et ces changements de comportement passent aussi par le fait de ne pas s'exposer aux catastrophes. Mais que faire si les pensionnaires du centre d'Elouendé de Tanguin, installés dans une zone inondable, refusent d'être relogés? Le ministre de l'Action sociale est allé ce 21 juillet tenter une ultime explication. Réaction à suivre dans ce journal. La justice militaire communique sur les dossiers dont il a la charge. Sur les dossiers Thomas Sankara, l'affaire Puccio Manké, l'affaire Nimdi et les militaires qui manœuvraient pour libérer le général Diendéré, la justice annonce que la plupart est pratiquement bouclée. Sur les libertés provisoires accordées, le commissaire du gouvernement estime que la détention préventive est une mesure exceptionnelle et que le juge n'a fait qu'appliquer la législation burkinabé. À suivre ces explications dans cette édition. Une fusillade a éclaté dans un centre commercial près du stade olympique de Munich, faisant au moins 6 morts. La police suspecte un acte terroriste. 3 tireurs présumés sont toujours en fuite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, don de sang à la présidence du Faso. Le personnel de la présidence du Faso s'est soumis ce matin à une opération don de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine. Le centre qui éprouve un besoin de sang ces temps de pluie, mais aussi ces temps de maladies récurrentes. L'opération de collecte de sang est organisée au même moment que la visite annuelle à Kosiam. Nathalie Kaoré. Le geste qui sauve, le président du Faso l'accomplit ici. Comme lui, ce sont des agents de Kosiam et des structures attachées à la présidence du Faso qui se sont mobilisés pour donner leur sang en vue d'approvisionner le Centre national de transfusion sanguine. Une opération combinée avec la visite médicale annuelle à laquelle le président du Faso s'est également soumis. Je voudrais simplement lancer un appel à tous les travailleurs et à tous les Burkinabés pour que annuellement nous puissions faire notre bilan de santé, parce que c'est important également dans le cadre de la contribution au développement de notre pays que nous ayons des hommes bien portants. Le second aspect, je voudrais simplement inviter chaque homme, chaque Burkinabé à participer au don de sang. C'est pourquoi, en posant cet acte, je dirais symbolique, c'est un acte d'appel à tous les Burkinabés. Naturellement, cette opération de collecte de sang vient à point nommé selon le CNTS et l'association SOS Sang. Puisque du sang, les formations sanitaires en ont fortement besoin ces temps-ci. Nous nous réjouissons de l'acte que le président du Faso vient de poser ce matin, qui a voulu répondre à notre appel pour pouvoir nous accompagner à pallier au manque de sang. À l'heure actuelle, le besoin au niveau de Ouagadougou pour la seule ville de Ouagadougou s'élève à 250 à 300 poches par jour. Et pourtant, les meilleurs donneurs qui sont les élèves sont en vacances. Pour la présente opération, le CNTS compte collecter au moins 80 poches de sang. Après la présidence du Faso, l'opération va s'étendre à d'autres institutions de l'État. Ce 20 juillet 2016, la ville de Ouagadougou avait les pieds dans l'eau. Une forte pluie débutée à l'aube avait causé d'importants dégâts dans plusieurs quartiers et secteurs de la capitale burkinabé. Ce jour-là, une partie du mur de Kosiam, la présidence du Faso n'a pas échappé à la furie des eaux. Le président du Faso réagit ici à propos de ces inondations. Roch-Marc Christian Kaboré explique que des mesures sont en cours pour limiter les dégâts à l'avenir. Il insiste sur le changement de comportement pour s'adapter à ces effets de changement climatique. On l'écoute au micro de Nathalie Kaoré. C'est une situation qui est évidemment difficile, qui pose des responsabilités d'une part au niveau du gouvernement, c'est-à-dire de faire en sorte que nous puissions assurer évidemment dans nos villes et dans nos provinces de construire des caniveaux qui permettent de conduire l'eau, d'une part. Deuxièmement, responsabilité individuelle et collective également sur la manière dont nous jetons les déchets dans les caniveaux et la manière où également certaines constructions sont faites sur les zones où l'eau doit pouvoir passer. Et je dois dire qu'au niveau du gouvernement, en tout cas, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que nous puissions gérer les choses au plus précis en attendant de leur trouver des solutions définitives.
Justement, ces changements de comportement passent aussi par le fait de ne pas s'exposer aux catastrophes. Le centre d'Elwende à Tanguin, dans la capitale burkinabé, est situé dans une zone inondable. La proximité du centre avec le barrage l'expose. Les pensionnaires du centre de Tanguin ont été inondés suite aux fortes pluies enregistrées ces derniers jours. Et pour éviter que le pire n'arrive, le ministre de l'Action sociale propose de les reloger à quelques encablures de la capitale burkinabé, notamment à Saboula, à 18 km de Ouagadougou. Sur place, là-bas, des infrastructures d'accueil sont d'ailleurs construites depuis 2011. Mais les pensionnaires opposent un refus catégorique de déménager. Elles proposent par contre que les autorités les aident à renforcer les constructions du centre. Le ministre est allé les rencontrer ce 21 juillet. Ismaël Dilouma Sirima. Après la forte pluie du 20 juillet dernier, un chapitre de demande d'aide et de refus d'aide s'est ouvert au centre d'Elwende de Tanguin. Tout d'abord, le centre a été inondé dans sa majorité, de sorte à faire craindre le pire aux responsables du centre. Pour cette raison, ils ont demandé l'aide du ministère en charge de l'action sociale. En moins de 24 heures, le ministère a répondu favorablement. Le ministre est allé en personne leur proposer sa solution. Celle de reloger toutes ces grands-mères sur le site de Sakoula, à 18 km de Ouagadougou. Une solution qui n'enchante pas les résidentes du centre. On préfère qu'on nous aide avec une digue pour caler l'eau, sinon on ne voudrait pas aller dans cette brousse. À côté de ce refus, des femmes du centre d'Elwende de Tanguin de déménager à Sakoula, les responsables du centre ont relevé certains manquements sur le site en question. Il s'agit du manque d'eau potable, notamment l'absence de forage avec système de pompage électrique et aussi l'absence d'électricité. Je pense que dans ce centre, elles ne seront pas dans des conditions où elles vont être sans eau potable, sans électrification. Non, je pense que les dispositions sont prises pour que ce soit une réalité. Malgré ces arguments du ministre, des associations comme la communauté Saint-Egidio estiment que amener les femmes de Tanguin à Sakoula, c'est une autre forme d'isolement. Ils plaident ainsi pour leur maintien à l'intérieur de Ouagadougou. Sur la demande du gouvernement burkinabé, les députés ont examiné hier à l'Assemblée nationale la programmation budgétaire et économique pluriannuelle pour la période 2017-2019. Le document de cadrage présenté aux parlementaires fait état d'un taux de croissance de plus de 8% pour 2017, ce qui est loin de convaincre les députés pour qui il faut des réformes. Le point est avec Draman Dadian. L'emploi des jeunes, c'est un secteur aussi. Face aux députés, le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement présente et explique ici le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2017-2019. C'est un dossier de cadrage macroéconomique. Il s'agissait en fait de rappeler les priorités nationales parce que la question importante dans cela, c'est de dire que le budget n'est pas un budget de moyens, ce n'est pas juste le budget de ressources, c'est pour dire le budget, qu'est-ce qu'il veut atteindre comme résultat. Quelles sont les priorités que le gouvernement s'assigne sur la période 2017-2019, quels sont les moyens qu'il faut aligner justement pour atteindre ces résultats de 8%, 8,5%. Sécurité, justice, santé, éducation, agriculture, emploi sont entre autres les grands axes prioritaires du Burkina. Et pour réussir à relever le taux de croissance à 8% voire plus, le législatif demande au gouvernement d'aller vite et bien dans ses projets de développement en prenant en compte la question de la démographie. Parce que vous ne pouvez pas mettre chaque année des millions d'enfants au monde et aller lentement sur les projets de développement et croire qu'on peut atteindre le développement aujourd'hui. Il nous faut redoubler d'efforts pour mobiliser les ressources internes et surtout nous engager vers des endettements que je qualifierais de productifs pour des chantiers vraiment au profit du peuple. Il nous faut avoir de l'audace en un mot. C'est ce que fait déjà le gouvernement avec la mise en place du PNDS, le Plan national de développement économique et social, selon la ministre Alisatou Coulibaly Souri. Un nouveau référentiel de développement qu'elle promet de déposer bientôt sur la table des députés pour examen.
La justice militaire a animé un point de presse cet après-midi à Ouagadougou. Au menu des échanges avec les journalistes, le dossier Thomas Sankara, l'affaire du putsch manqué, l'attaque de Yimdi et les militaires qui manœuvraient pour libérer le général Gilbert Diendéré. De cette conférence de presse, l'on retiendra que les deux derniers dossiers sont pratiquement bouclés. La synthèse avec Frédéric Etienne Bassenga. Aucune information fracassante à cette conférence de presse organisée par la justice militaire. Devant un parterre de journalistes, le commissaire du gouvernement fait le point des principaux dossiers pendants devant sa juridiction. Le dossier de l'attaque de Yimdi et celui relatif aux militaires qui manœuvraient pour attaquer la Maka sont pratiquement bouclés. Quant au dossier Thomas Sankara, la contre-expertise a été satisfaite et les prélèvements ont été envoyés aujourd'hui même en Espagne pour analyse. Pour ce qui est du putsch manqué, sur 77 inculpés, 27 sont en détention préventive, 8 sont non détenus et 9 sont en fuite. Le nombre de libertés provisoires est passé de 17 à 33. Et justement, sur cette question de liberté provisoire qui fait des gorges chaudes, le commissaire du gouvernement à cette conférence de presse s'est voulu clair. Le juge n'a fait qu'appliquer la législation en vigueur. La liberté provisoire, ce n'est pas un non-lieu, j'insiste, ce n'est pas un acquittement, ce n'est pas une relaxe. Et même lorsque les juges bouclent même l'instruction, avant votre jugement, par un jugement avant de dire droit, la chambre du jugement peut accorder une liberté provisoire. C'est pas parce que vous avez une liberté provisoire que vous croyez que tout est fini. Non, je suis vraiment désolé. Mais c'est les dispositions de la loi que nous essayons en tout cas d'appliquer. Toujours par rapport au putsch manqué, 61 témoins et 10 parties ont été entendus. Des précisions à demander à certains détenus sont programmées les jours à venir et selon le commissaire du gouvernement, de nouvelles inculpations ne sont pas à exclure. Après avoir présenté hier ses lettres de créance au président du Faso, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina vient d'être installé ce vendredi. Kalépétien Soro place sa mission sous le sceau de l'amitié et de la fraternité entre les deux pays. Adama Koulibaly. Avoir présenté ses lettres de créance ce jeudi 21 juillet au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, au palais de Kosiamo, le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de Burkina Faso a été officiellement installé ce 22 juillet à Ouagadougou par le ministre des Affaires étrangères de son pays. Cet acte inédit revêt un sens particulier pour ces deux pays. Nous voulons que les personnels de nos ambassades, mais aussi nos populations, retiennent qu'en réalité, nous sommes deux faces de la même pièce. Le Burkinabé se sent bien en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien se sent bien au Burkina. La présence du ministre Mabri ici pour installer l'ambassadeur de Côte d'Ivoire est un signe de l'engagement du ministre, mais aussi de l'ensemble des autorités de part et d'autre pour donner un nouvel élan à la relation entre nos deux pays. Et le nouvel ambassadeur de rappeler que son mandat sera sous le sceau de la fraternité entre les deux peuples. Sous le sceau de l'amitié ivoiro-burkinabé, de cette amitié historique dont nous tous nous sommes fils et filles. Je voudrais saluer cette grande amitié que nous avons tous le devoir de faire prospérer, de développer. Cette cérémonie intervient à quelques jours de la tenue du 7e traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Sortie de promotion à l'École nationale de police à Ouagadougou, plus de 2600 élèves viennent d'achever leur formation. Ils sont désormais prêts à rejoindre les rangs dans les semaines à venir. Une sortie de promotion qui intervient dans un contexte sécuritaire marqué par la menace terroriste et l'incivisme. Le ministre en charge de la sécurité qui a présidé la cérémonie a appelé les nouveaux agents à faire preuve de professionnalisme une fois sur le terrain. Aboubakar Sagnon. Après 24 mois de formation, ils sont désormais aptes à intégrer les rangs des forces de sécurité. Et c'est avec fierté qu'ils portent aujourd'hui les uniformes et les galons de commissaires, d'officiers et d'assistants de police. Au nombre de 2000, ils ont appelé à rejoindre les unités opérationnelles sur le terrain avec une mission claire, assurer la quiétude des populations
protéger les institutions et garantir la sûreté de l'État. Pour le ministre d'État en charge de la sécurité intérieure, le Burkina Faso a plus que jamais besoin d'étoffer ses effectifs d'agents de sécurité pour faire face au terrorisme, à l'insécurité et à la criminalité. La restauration de l'autorité de l'État constitue également un autre défi majeur à relever. Je vous exhorte à accomplir votre mission avec le sens du devoir, la probité et l'honneur que requiert votre profession. Les défis sécuritaires, les policiers stagiaires en sont conscients et comptent, une fois sur le terrain, rester fidèles à leur nom de baptême qui est professionnalisme et engagement patriotique. Nous sommes réellement prêts et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour que, en tout cas, les citoyens puissent vivre, en tout cas, dans une tranquillité. C'est vrai que nous sommes vraiment dans une situation difficile, mais nous sommes prêts pour lutter contre le grand banditisme, l'incivisme et pour qu'on soit dans un environnement sain. Des éléments de la promotion ont montré au public ce qu'ils savent faire en matière de combat. Un défilé des différentes unités de la police a mis fin à la cérémonie. Le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale était hier au siège de la Fédération des églises et missions évangéliques du Burkina. Benoît Cambou est allé solliciter l'accompagnement et le soutien de la communauté protestante. Dramandadjan. 6 mois après son installation, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale balise toujours le terrain pour mieux travailler. L'équipe de Benoît Cambou est ici à la Fédération des églises et missions évangéliques FEME pour décliner sa mission et demander le soutien de la communauté protestante. 5065 dossiers déjà enregistrés sont en attente de traitement. Nous n'avons pas encore commencé l'examen au fond de ces dossiers, puisqu'il y a des préalables en toutes choses. Il faut définir des outils de travail qui nous permettront ensemble d'avoir le même regard, les mêmes analyses, les mêmes vues sur les dossiers qui nous sont soumis. Donc nous sommes à cela, nous avons défini ces outils, le règlement intérieur, le plan d'action, la procédure devant le Haut Conseil. À la FEME, le soutien est ferme. Samuel Yamego le confirme et promet prêcher davantage pour la paix. Qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils soient persévérants, parce que nous savons que ce n'est pas une tâche facile et que même qu'ils ne se découragent pas, même s'il y avait eu des essais qui n'ont pas eu le résultat escompté jusqu'à présent, bon, qu'ils persévèrent toujours parce que nous sommes tous avec eux et nous pensons que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, sera avec eux. Avant la réconciliation, le Haut Conseil doit d'abord situer les responsabilités dans les crimes et d'autres violations graves des droits humains depuis 1960 jusqu'en 2015. Un Draman peut en cacher un autre. Il s'agit ici de Draman Guéné qui nous signe ce reportage. En ces temps de saison des pluies, il y a comme une résurgence du paludisme et en partie due aux moustiques évoluant dans les eaux stagnantes, d'où la sensibilisation accrue. Pour le Centre de recherche en santé de Nouna, l'heure est à l'évaluation des programmes de lutte contre le paludisme. Ce sont les spécialistes en santé chargés du suivi qui sont confiés à la rencontre. Maïmouna Traoré. Les professionnels de la lutte contre le paludisme l'ont relevé, il y a un déficit en matière de suivi et évaluation des programmes. Ce cours a été créé pour renforcer les capacités des acteurs afin de combler ce déficit. Quand on veut poser une action, il faut déjà qu'on ait à l'esprit des stratégies pour suivre sa mise en œuvre et qu'à l'issue de sa mise en œuvre, il faut que nous puissions développer des stratégies pour nous poser la question, répondre à la question: qu'avons-nous pu atteindre? C'est ce qu'on appelle l'évaluation. Est-ce que ce qu'on avait prévu de faire, on a pu faire? Si on l'a fait, est-ce que les objectifs visés sont atteints? La formation porte sur les outils et techniques actuels utilisés pour surveiller et évaluer les programmes de lutte contre le paludisme. Les plans stratégiques de lutte contre le palu, dans tous les pays, ils ont réussi à dépasser ce cap. Mais la partie suivi-évaluation reste toujours un maillon faible. Nous les apprenons à élaborer un plan de suivi-évaluation pour appuyer ce plan stratégique pour s'assurer que vraiment ce qu'ils ont prévu, les moyens qu'ils vont injecter vont les permettre d'atteindre les objectifs qu'ils poursuivent.
Cette formation en suivi et évaluation des programmes de lutte contre le paludisme est à sa 6e session et devrait aboutir à la création d'un groupe d'experts, des anciens participants aux ateliers en suivi et évaluation. Et puis le Conseil national pour la sécurité alimentaire s'est réuni ce matin pour sa 8e session ordinaire. Les membres du Conseil vont discuter de l'opérationnalisation du dispositif déconcentré du Conseil pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers le rôle des différentes parties. Et on fait le point avec Abouakar Sagnon. Cette 8e session de l'Assemblée générale du Conseil national de sécurité alimentaire est essentiellement consacrée à la recherche de solutions au bon fonctionnement des conseils régionaux, provinciaux, départementaux et villageois de sécurité alimentaire. Ces structures déconcentrées sont minées par des difficultés qui entravent la bonne exécution des actions de lutte contre la faim. Selon le rapport du Comité de prévision sur la situation alimentaire de mars 2016, plus d'1 890 000 personnes étaient sous stress alimentaire entre mars et mai 2016. Il est attendu, alors de cette 8e session ordinaire, des propositions d'action et de mesures fortes et d'opérationnaliser le dispositif déconcentré de la sécurité alimentaire. Il s'agit, par leur implication directe dans l'animation et la coordination de la réponse régionale, en leur dotant de budget de fonctionnement. C'est dire qu'il est plus urgent de trouver des mécanismes dépourvus de lourdeur administrative pour rendre opérationnelles les structures déconcentrées du CNSA. En attendant l'opérationnalisation de ces structures de proximité, un plan de soutien à la sécurité alimentaire a été mis en place. Doté de plus de 28 milliards de francs CFA, il permettra de réduire le nombre de ménages touchés par la faim. Et puis les Égyptiens du Burkina ont commémoré hier leur fête nationale à Ouagadougou. C'était autour de leur ambassadeur résident au Burkina. C'est une fête placée sous le signe de la paix et de l'ouverture à l'Afrique. Aimé Solange Guigma. Le moment est solennel à l'ambassade de la République arabe d'Égypte au Burkina cette soirée du 21 juillet 2016. L'ambassadeur Hicham Mohamed Naji célèbre ici la 64e fête nationale de son pays avec ses amis et compatriotes vivant au Burkina. Cette fête qui commémore l'abolition de la monarchie en Égypte est placée cette année sous le signe de la promotion de la paix dans le monde, du dialogue interreligieux et de l'ouverture à l'Afrique en vue de mettre fin aux attaques terroristes. L'Égypte a arbitré une rencontre, une réunion des présidents des ministères de la Défense nationale des pays africains. Et lors de cette réunion, l'Égypte s'est engagée à offrir 1000 bourses aux pays africains, membres de cette communauté de Sensad. Et aussi, elle s'est engagée à la création d'un centre de lutte contre le terrorisme dans la région. L'occasion fut belle pour le diplomate égyptien de traduire la vitalité des relations de coopération qui lient son pays à celui des hommes. Avec la rencontre des deux chefs d'État et au centre des échanges, la coopération militaire. Notamment les besoins de formation de nos militaires, les besoins d'équipement et la formation, c'est-à-dire ça concerne toutes sortes de militaires, mais avec un accent particulier mis sur l'aviation militaire. L'appui du pays des pharaons au Burkina s'étend également dans les domaines des infrastructures, de la santé et de l'éducation. Au cours de la commémoration, une minute de silence a été observée pour toutes les vies perdues dans les attaques terroristes perpétrées dans divers pays du monde, notamment au Burkina et en Égypte. En culture, les nouvelles du festival de cinéma de Kouribga au Maroc. Deux réalisateurs burkinabés, Armel Sawadgo et Karine Bado, sont allés présenter leur fiction « Fille de sa mère », comme le public Kadi Sanogo et Mathias Drabo. Le Burkina Faso n'est pas en reste à cette 19e édition du festival du cinéma africain de Kouribga. Il est présent pour la compétition officielle avec un long métrage intitulé « Fille de sa mère ». Cette fiction, co-réalisée par Serge Armel Sawadogo et Karine Bado,
pose le problème de l'éducation des enfants dans une société moderne. Doit-on tout dire aux enfants? C'est toute la problématique de ce film qui cherche à restaurer les relations entre les enfants et les parents. Dans ce film, ce qui est mis en exergue, c'est le respect de l'autorité parentale, le respect de l'autorité de cette famille. Parce que le cadre familial est un cadre où on peut effectivement éduquer les enfants à avoir du respect pour l'autorité. Un message qui est important, c'est que dans une nation, quand un père, le cœur des pères et le cœur des enfants ne sont pas tournés entre eux, il n'y a pas de transmission. Il n'y a pas de transmission et il n'y a pas de repère. Et dès qu'il n'y a pas de repère, il y a une forme de malédiction qui descend sur la nation. Ce film a été bien accueilli par les festivaliers et les cinéphiles. Après cette projection, il ne reste plus qu'à attendre le verdict du jury pour le samedi 23 juillet 2016. On referme ce journal par la revue de presse des quotidiens de ce vendredi, revue de presse signée Abdourahmane Zongo. La police nationale a fixé un stop à des malfrats non-stop. Elle a débusqué en effet 3 bandes de malfrats affichent notre temps. 2 sont spécialisés dans le braquage des stocks de carburant et la dernière dans les vols à main armée, des engins à 2 roues et d'animaux domestiques. Ils sont au total 9 délinquants arrêtés et 5 recherchés, précise le quotidien. Et aujourd'hui, au Faso d'ajouter qu'ils avaient sur eux la somme de 25 millions de nos francs au préjudice des victimes. Insécurité toujours, l'Obs revient sur l'expédition d'un certain colis à travers le titre « Colis précieux attend livraison à Ouagadougou », allusion faite à l'arrestation au Mali du lieutenant d'Ansardine Boubacar Sawadgo. En attendant son extradition, le journal se félicite de ce coup de filet qui désarme un dangereux terroriste. Cette joie est tout de même empreinte de tristesse car l'Obs se questionne, bien que Boubacar Sawadgo soit désormais hors d'état de nuire, combien sont-ils encore à nous côtoyer tous les jours? Le pays lui fixe l'attention sur le travail des enfants et un phénomène décrié par la loi, mais pourtant en expansion aux abords des routes. Notre confrère se demande, cupidité ou désir d'aider les parents? En clair, constate le pays, ils sont nombreux ces enfants pendant les vacances qui accourent à chaque passage d'automobilistes, de motocyclistes ou de tout autre anonyme et brandissent de fruits sauvages à vendre. Le journal propose de repenser alors ce qu'on pourrait appeler travail des enfants. C'est tout pour ce journal. Jacques Lamissa Tarpaga vous retrouve à 22h15 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite du programme sur la RTB. Au revoir.